L'autre jour, j'étais en train de re-regarder Game of Thrones en préparation de la nouvelle saison qui arrive, et j'ai remarqué que il y avait des géants dans Game of Thrones. En fait, pas que dans Game of Thrones, dans à peu près tous les récits fantastiques que j'ai lus, il y a des géants qui apparaissent à un certain moment, que ce soit Harry Potter ou l'attaque des Titans, ou tous les trucs de super-héros. Et dans la mythologie aussi, que ce soit dans la mythologie grecque ou chez les Paiutes d'Amérique en passant par les Sumériens ou la mythologie romaine. Et finalement, c'est assez ouf parce que dans la vraie vie, il y en a pas des géants. Et même pire, on sait que scientifiquement, c'est impossible que les géants existent. Lui, c'est Robert Wadlow. L'homme le plus grand dans la taille a été effectivement vérifié. Il mesurait 2,72 m au moment où il est mort à 22 ans, et souffrait de plusieurs problèmes de santé dus à sa grande taille. En fait, nous les humains, on n'est pas vraiment programmés pour atteindre de telles tailles. Les gens comme Monsieur Wadlow souffrent généralement d'un dérèglement dans la sécrétion de l'hormone de croissance. On pourrait penser qu'être plus grand représente un avantage. En effet, plus on est grand, plus on est fort, plus on a de facilité pour attraper les fruits en hauteur dans les arbres, plus il est difficile pour les prédateurs de nous attaquer. Certes, être plus grand et donc plus fort, c'est bien, mais ça représente aussi un coût énorme pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le coût énergétique. Pour être plus grand, il faut consommer plus. Ce cher Robert consommait entre 6000 et 8000 kilocalories par jour. Un adulte normal, lui, en consomme 2000. Ensuite, il y a un coût à payer par notre cœur. Et non, je ne parle pas du coût émotionnel. En fait, le but du cœur, c'est de pomper le sang dans tout le corps. Et donc, tout naturellement, le cœur d'un géant devrait être suffisamment puissant pour faire parvenir le sang à toutes les parties de son corps. Et cet agrandissement n'est pas proportionnel. Par exemple, voici le cœur d'un humain et celui d'une girafe. Et ça ne s'arrête pas là. Peut-être encore plus problématique encore, il y a la loi des carrés et des cubes. Prenez un cube d'1 centimètre de côté. Maintenant, transformez-le en un cube de 10 cm de côté. La surface d'une section horizontale du cube s'est retrouvée multipliée par 100. Mais son volume, lui, s'est retrouvé multiplié par 1000. Ceci veut dire que si on agrandit un être humain d'un facteur 10, son volume et donc sa masse vont se retrouver multipliés d'un facteur 1000. Mais les sections horizontales de ses os et de ses muscles vont se retrouver multipliées par 100 seulement. Il y aura donc une pression énorme qui sera exercée sur eux. Et c'est pour cette raison que les grands animaux terrestres, comme l'éléphant, ont des pattes assez larges. D'ailleurs, le plus grand animal connu de l'homme ne vit pas sur Terre, mais dans l'eau. Avec ses 140 tonnes, une baleine bleue pèse autant que 21 éléphants d'Afrique des savanes. Et c'est bien logique. Parce que pour qu'un animal puisse atteindre des tailles aussi grandes, il faut que l'effet de la force de gravité soit compensé par autre chose. Dans le cas des animaux marins, c'est la poussée d'Archimède. Dit de façon plus simple, la plupart des animaux qui vivent dans la mer ne coulent pas, je pense. Un problème similaire est encore posé par ce qu'on appelle la loi des 3/4 ou loi de Kléber. Un éléphant, ça consomme plus qu'une souris. Je ne vous apprends pas grand-chose. Mais combien plus ? Disons qu'un éléphant est 500 000 fois plus grand qu'une souris. On pourrait s'attendre à ce qu'il consomme 500 000 fois plus d'énergie par jour. Mais en fait, non. Un éléphant ne consomme que 19 000 fois plus d'énergie qu'une souris. C'est ce qu'on appelle la loi de Kléber. Plus un animal grandit, moins il consomme d'énergie par unité de masse. Et on a même une formule mathématique pour quantifier ce moins. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir au cube. On a dit, si on prend un cube et qu'on le fait grandir d'un facteur 10, sa surface grandit d'un facteur 100 et son volume grandit d'un facteur 1000. Appliqué à un être vivant, ça veut dire que quand il grandit d'un facteur 10, son nombre de cellules, sa masse et son volume grandissent d'un facteur 1000. Mais sa surface extérieure, elle, ne grandit que d'un facteur 100. Or, nos cellules produisent de la chaleur en travaillant. Et nous évacuons cette chaleur à travers la surface extérieure. C'est-à-dire, pour nous, c'est notre peau, quoi. Donc, si notre nombre de cellules augmente d'un facteur 1000, mais que notre surface extérieure n'augmente que d'un facteur 100, on risque de surchauffer. Pour pallier à ça, nos cellules se mettent à travailler au ralenti. Du coup, plus un animal est grand, plus ses cellules vont travailler lentement, et moins il va consommer d'énergie, proportionnellement à sa masse. Pour résumer, pour qu'un être humain puisse atteindre la taille d'un géant, il lui faut plein de transformations à son corps. De la puissance de son cœur à l'épaisseur de ses veines, en passant par la robustesse de ses os et plein d'autres choses que je n'ai pas citées. Cela pourrait arriver dans quelques centaines de milliers ou plutôt millions d'années grâce à l'évolution. Cela pourrait aussi arriver potentiellement si nous allons vivre dans une planète différente de la Terre qui a une gravité moins forte. Mais ce dont on est sûr, c'est que cela ne va pas arriver dans 10 ans, ça ne va pas arriver dans 100 ans. Et vu que nous n'avons jamais trouvé d'indice indiquant que des géants ont déjà existé sur Terre, cela n'est probablement jamais arrivé de toute l'histoire de l'humanité. C'est un peu triste pour notre imagination, mais vous savez ce qu'on dit. C'est pas la taille qui compte.